Bonjour à tous, dans le nouvel épisode de Radio Thermopyle. Après une longue absence, on vous fait un petit épisode en situation de confinement. Donc on a réuni l'équipe quasiment au complet, puisqu'on est 4 pour enregistrer aujourd'hui. Donc il y a moi, Dagon, il y a Anya. Bonjour à tous. Il y a Darius. Bonjour à tous. Non, c'est pas toi Darius, mais c'est pas grave. Il y a Doc, qui voilà, c'est pas grave, c'est l'habitude. Et donc il y a Darius. Salut. Voilà, c'est super. Et donc aujourd'hui, on va faire un épisode thématique, parce que là on enregistre un peu dehors, je sais pas si ça s'entend ou pas. Et on a décidé de vous présenter non pas un roman, non pas de la fiction comme le dernier épisode, mais de vous présenter La société industrielle et son avenir, qui est un manifeste politique pour une écologie radicale de droite, qui a été rédigé par quelqu'un qui s'appelle Théodore Kaczynski, et sur qui il y a plein de choses à dire. Donc voilà, donc on change radicalement de thème, mais on espère que ça va être toujours aussi intéressant. Alors pourquoi on voulait vous parler de quelqu'un comme Kaczynski et de son bouquin ? En fait c'est parce qu'on parle beaucoup d'écologie ces temps-ci, ça a échappé à personne. Et en fait les figures de l'écologie qu'on nous ressort sont quand même assez inintéressantes, alors que c'est une vision du monde qui peut être quand même très profonde, très intéressante, et qui, contrairement à ce que certains pourraient penser, n'est pas portée uniquement par des gens qu'on peut identifier à la gauche, ni par des libéraux d'ailleurs. Et donc le but c'était de vous donner une image de ce que ça peut être qu'une écologie qui est radicale, révolutionnaire et de droite. Donc pour aller relativement rapidement, en fait, on va pas s'éterniser sur la biographie parce que il y a des ressources internet, mais pour aller vite, en fait, Théodore Kaczynski, donc qui est l'auteur du manifeste, c'est quelqu'un qui est toujours vivant aujourd'hui, il a un peu plus de 70 ans, c'est un Américain d'origine polonaise, qui en fait est surdoué, quand il est tout jeune, il fait un test de QI et il arrive à 167 je crois, donc très très à droite de la courbe. Et c'est quelqu'un qui en fait a des compétences assez hallucinantes en mathématiques, etc. Et qui va, au cours de son passage dans le système universitaire américain, donc c'est les années 60, et notamment les années 65-70, donc il est à Berkeley, qui est un peu le Nanterre américain, où il y a tous les mouvements estudiantins anti-guerre et compagnie. C'est quelqu'un qui va développer en fait une détestation assez profonde du progressisme, du gauchisme et de toute cette morale-là, tout en l'alliant à des convictions, on va dire, écologistes assez radicales. Et qui va, en fait, dès qu'il aura eu je crois que c'est son master, je crois pas qu'il y soit allé jusqu'au doctorat, mais je peux me tromper, qui va en fait se réfugier dans la forêt dans le Montana. Donc aux États-Unis, le Montana, c'est l'état le moins densément peuplé, le plus vert de tous les États-Unis, donc il n'y a pas de malentendu là-dessus. Et en fait, il essaye de vivre de façon parfaitement autonome dans la nature, dans une cabane qu'il construit. Alors il n'y arrive pas parfaitement, parce qu'en fait, pour quelques provisions de première nécessité, il est obligé de se fournir dans la société extérieure. Donc en gros, à peu près une fois par mois, il prend le peu d'argent qui lui reste, il va en vélo en ville, acheter ce dont il a besoin, donc des allumettes, de quoi faire du feu, des choses comme ça. Et après tout le reste du temps, il vit tout seul, reclus dans sa cabane. Et au début, il est très content, jusqu'au jour en fait où il y a toute une section de la forêt près de laquelle il habite, qui est détruite, rasée, pour laisser place à des parkings et des centres commerciaux. Et donc là, c'est quelqu'un qui se dit, c'est plus possible, la société actuelle qui est autour de moi est détestable, mais j'arrive pas à m'en protéger, donc on va passer à l'action révolutionnaire pour se faire entendre. Donc il rédige un écrit qui va être le manifeste qu'on va étudier là, qui s'appelle La société industrielle et son avenir, qui dans la version française fait un peu plus d'une trentaine de pages. Et en fait, pour faire connaître son œuvre, il va se mettre à faire de l'action terroriste, en fait. Donc il va envoyer des colis piégés avec des bombes à des gens qu'il considère comme étant des acteurs du mouvement, on va dire, techno-industriel, pour essayer de les blesser, et si je ne dis pas de bêtises, il va en tuer plusieurs, donc 3 personnes. Crimes pour lesquels il a été retrouvé, il purge actuellement une peine de triple perpétuité incompressible donc dans une prison aux États-Unis. Donc ça peut sembler étrange comme ça de prendre l'écrit de quelqu'un qui est un terroriste, mais le but c'est pas vraiment de légitimer ça, c'est simplement de discuter de ses idées. Pour la petite histoire, il était connu, donc son nom indicatif quand il était recherché par le FBI c'était Unabomber, donc il est souvent connu sous ce nom-là. Et encore à ce jour, c'est la chasse à l'homme la plus chère et la plus longue de l'histoire des États-Unis. Voilà. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, introduction-présentation. Alors La société industrielle et son avenir, c'est un ouvrage donc forcément qui est aujourd'hui trouvable gratuitement, puisque Kaczynski l'a envoyé aux journaux de la grande presse américaine en disant « J'arrête le terrorisme si vous publiez mon manifeste ». Et d'ailleurs c'est parce qu'il publiera son manifeste que son frère va reconnaître son langage, son style d'écriture, et va le dénoncer aux forces de l'ordre. Et du coup il est trouvable, il a été traduit, publié dans plusieurs pays, on peut le trouver très facilement. Et en fait, c'est une succession de petits paragraphes regroupés en chapitres thématiques qui expliquent sa vision du monde sur ce que c'est que la révolution, le problème du progrès technique, le sens de l'histoire, la méthode révolutionnaire. Et je propose qu'on commence par là. La première partie de son ouvrage, et c'est pour ça qu'il est très intéressant, c'est où il essaie d'expliquer que le gauchisme est une pathologie mentale.
Et en fait, il a une explication là-dessus. Et donc, je propose à Darius et à Anya de prendre un peu le leadership et nous expliquer alors que pense Kaczynski de la question du gauchisme comme pathologie mentale. Alors pour lui, le gauchisme, c'est la manifestation déjà de différents types psychologiques. Donc déjà, il y a un sentiment d'infériorité, donc la haine de soi, la culpabilité, le défaitisme, le politiquement correct, le féminisme, le masochisme. Il est dû aussi à une sursocialisation, donc croire et obéir au code moral d'une société, et qui induit une piètre estime de soi. Et lui, il en conclut que la gauche moderne est sursocialisée, et une personne sursocialisée, elle est maintenue en laisse toute sa vie. Il y a un exemple sur la sursocialisation, par exemple. Dans ce but-là, c'est rendre, donc c'est aux États-Unis, donc rendre les Noirs conformes aux Blancs de la classe moyenne. Oui, donc il a un paragraphe où il explique qu'en fait, contrairement aux bonnes idées que les gauchistes prétendent avoir, en réalité, c'est des gens qui se construisent un système idéologique qui permet de répondre à leurs propres pathologies, leurs propres obsessions. Donc c'est pour ça que Kaczynski dit que peut-être qu'il y a une époque où la gauche n'était pas comme ça, la gauche ouvriériste, on va dire classique, même s'il n'est pas d'accord avec eux non plus, mais il dit que la gauche actuelle, en fait, c'est uniquement ça, c'est juste une grande illusion qu'on construit pour éviter de voir la réalité en face, qu'on a des petites obsessions, et qu'on est un individu finalement assez faible. Donc Anya, t'avais un peu recherché là-dessus aussi. Oui, c'est vrai que ce que j'avais trouvé assez intéressant, c'est que finalement, ces gauchistes qui prétendent lutter contre la discrimination raciale ou ce genre de choses, ont en fait eux-mêmes le sentiment que ces groupes sont inférieurs, en fait. Et c'est tout comme, par exemple, les féministes, qui sont obsédées par le fait qu'on puisse considérer les femmes comme inférieures aux hommes, parce qu'elles-mêmes ont ce sentiment-là et qu'elles sont obsédées par la possibilité que la femme soit en effet moins forte par certains aspects que l'homme. Et donc du coup ces gauchistes en viennent à finalement haïr tous ceux qui donnent une image de personnes fortes, bonnes, qui réussissent, parce qu'eux-mêmes ont une piètre estime d'eux-mêmes, etc. Et d'ailleurs, juste pour faire une petite parenthèse sur la sursocialisation, c'est un mot qui revient donc très souvent dans le manifeste. En fait, Kaczynski explique que c'est normal en fait pour d'être socialisé, donc dans la sociologie c'est très simple. La socialisation, c'est le processus par lequel on apprend à vivre en accord avec la société dans laquelle on vit. Et les gens sursocialisés, en fait, c'est des gens qui sont finalement assez faibles et qui, en fait, à la place d'avoir une personnalité, ont intégré tous les réflexes, les commandements, les slogans et les impératifs qui leur sont dictés par le discours, on va dire, politique, publicitaire et tout ce qu'on veut. Et c'est des gens, en fait, qui sont de l'idéologie en marche. Et qui, en fait, sont quasiment des robots idéologiques, en fait. Ça, en fait, ils pensent combattre la société, etc. Sauf qu'en fait, au final, les thèmes contre lesquels les thèmes qu'ils défendent et ce pourquoi ils luttent, en fait, sont des choses qui sont déjà complètement acquises par la société, qui sont même promues par les médias, etc. Mais ils n'en ont pas conscience, ils sont dans un tel, un tel aveuglement qu'en fait, ils ne font que renforcer ce que la société véhicule déjà, en fait. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça peut être une indication pourquoi la révolution mange toujours ses enfants, hein, c'est l'expression qui est connue, parce qu'en fait, étant donné que la société crée de la pathologie, et que le progressisme, en fait, c'est la pathologie qui se répond à elle-même, vu qu'elle n'arrive pas à résoudre la pathologie, en fait, elle est obligée de toujours chercher dans une sorte de fuite en avant perpétuelle, toujours aller plus loin dans la pathologie, plutôt que de regarder les choses en face, puisque ça vient du coup d'un manque d'estime de soi. Donc il explique très bien, hein. Par exemple le passage effectivement sur la défense des Noirs américains, le rêve de la gauche américaine blanche, c'est quoi? En fait, c'est de transformer les Noirs en des Américains blancs de gauche de la classe moyenne. Et c'est des gens qui s'en fichent éperdument de savoir si ces gens-là ont une culture, des attentes propres. Et en fait, c'est juste des gens qui voudraient imprimer sur tout le monde leur propre, la propre vision détériorée qu'ils ont d'eux-mêmes, parce que c'est plus facile que de se hisser ou que voilà. Et donc il y a toute cette idée-là. En fait, selon eux également, tout ce qui est ce sentiment d'infériorité ou le fait d'être inférieur, ils rejettent toute toute explication scientifique, par exemple qu'une personne puisse naître avec je sais pas moi un QI un peu inférieur ou qu'il soit d'une situation sociale inférieure, etc. Et qu'en fait selon les gauchistes qui sont en fait qui sont en fait pro-collectivistes et qui rejettent un peu la responsabilité de l'individu. Donc selon eux, c'est la société qui est responsable de l'infériorité de ces individus et pas les individus eux-mêmes. Et en plus de ça, et c'est là que c'est un peu paradoxal mais que ça se comprend, en même temps c'est des gens qui sont extrêmement individualistes, presque une forme d'autisme,
ultra libertaire, je veux faire ce que je veux, tout en étant très collectiviste, parce qu'en fait ils veulent juste, ce qu'on appelle le nivellement par le bas, c'est l'idée que si on n'est pas, on va dire, compétitif dans n'importe quel système, et qu'on pense qu'on peut pas s'améliorer, bah la seule solution pour faire partie des gagnants, en fait c'est de changer les règles, pour faire en sorte que tout le monde soit en bas. Je peux pas être le premier, donc autant que tout le monde soit les derniers, comme ça je serai pas inférieur aux autres. Il y a un passage qui est assez marquant, moi il m'a marqué, parce qu'il est assez cru, donc ça c'est sympa, Ouais. où il dit que les gauchistes ont horreur de la compétitivité parce qu'ils ont une mentalité de perdant. Oui, Dans le système pathologique qu'il Tout à fait. décrit tout au départ, qui est normal en fait. Et leur seul moyen finalement d'exercer un pouvoir, c'est voilà, de faire partie d'une masse, d'un groupe. D'ailleurs, il y avait une vidéo qui avait été sur l'université d'Evergreen, tout à fait. ça m'a fait penser à ça. C'est voilà, que ces étudiants, ils se sentent tout de suite, ils se sentent pousser des ailes parce que voilà, ils font partie d'un groupe, ils se sentent forts comme membres d'une grande organisation ou d'un mouvement avec lequel ils peuvent s'identifier. Alors qu'individuellement, tu vois que si tu les prends un par un, ce sont tous des merdes. Enfin, Oui, puis on voit assez facilement, que ce soit dans les sections commentaires, en parlant avec ces gens-là, en regardant leur production, qu'il y a un sentiment d'insécurité qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que dès qu'on les titille un peu, il y a une sorte de réaction épidermique, de surréaction comme ça, qui prouve en fait que c'est pas du tout une position qui se veut parfaitement rationnelle, comme ils aiment à le dire, mais qui est en fait un réflexe simplement de défense, quoi. C'est-à-dire que derrière en fait, l'idéologie, pour eux, c'est juste une arme qui permet de combler les manques personnels. Alors, Kaczynski dit que c'est pas les seuls à faire ça, mais que c'est extrêmement présent chez eux et que c'est dans l'ADN de la gauche moderne, en fait. Et du coup, ce phénomène de sursocialisation, je trouve qu'on pourrait peut-être un peu développer, expliquer Ouais, qu'est-ce que bien sûr. ça veut dire, parce que j'avais pas totalement compris. En fait, c'est dès l'enfance déjà, par exemple à l'école, on peut faire culpabiliser l'enfant parce que, pour lui imposer les codes moraux de la société. Et en fait, si cette culpabilisation est trop accrue sur des enfants qui sont d'un caractère assez faible finalement, et ben c'est aussi par ce processus-là qu'ils en viennent à se détester eux-mêmes. Comment dire, parfois chez l'individu, on peut avoir des pensées qui sont contraires à ce que la société attend de nous. Et en fait, ces personnes-là, au lieu d'en faire le constat peut-être et de l'accepter, bah finalement on vient à se détester eux-mêmes, d'avoir ces pensées-là, et donc c'est ce phénomène. Tout à fait. Et du coup, ça va venir sur un thème qu'on va aborder un petit peu après, c'est qu'en fait, les individus ont besoin d'une certaine autonomie personnelle pour avoir quand même une santé psychologique, être des gens, on va dire, assez solides et justement assez autonomes, et qu'en fait, par le dressage de masse de la société, on en arrive à créer non pas des gens libres, ni des gens qui sont en accord avec la société, ni l'un ni l'autre, on crée des gens en fait complètement cassés, complètement démolis, et qui du coup doivent se raccrocher à une idéologie mortifère, et à la fois autoritaire et assez stupide, parce que en fait c'est des gens qui ne peuvent plus se raccrocher à leur force personnelle. Il y a un manque de confiance en eux, et donc c'est ce qu'évoque Kaczynski, le sentiment d'infériorité qui est très présent, et qui transparaît dans toutes les délires un peu idéologiques de la gauche moderne, quoi. Oui, parce que c'est vrai que d'une certaine façon, moi je pense que ces gens-là, instinctivement, sont conscients d'être les perdants de l'histoire, mais comme actuellement ils sont au sommet, de la pyramide, ils imposent leur fétichisme au reste du monde. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a un truc qui est très marrant dans la psychologie de gauche, c'est que même quand ils sont au pouvoir, c'est quand même des rebelles. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir dominé l'hégémonie culturelle depuis par exemple la fin de la guerre, ou même avant d'ailleurs, c'est des gens qui sont toujours persuadés d'être David contre Goliath. Voilà, il faut toujours aller plus loin, Voilà. au-delà de son... Dans ce sentiment d'infériorité où il faut être l'oppressé, dans cette hyper empathie, il faut que je m'identifie à celui qui vit le mal, et comme ça en fait je peux le combattre. Voilà. Je peux combattre le mal. Voilà, c'est ça, donc C'est pour ça qu'ils sont perdants de l'histoire d'ailleurs, et ça leur convient très bien, puisqu'ils veulent être les perdants. Oui, ils veulent être les parents, d'où tu regardes une sorte de processus par étapes. On arrive un truc tout bête, on va dire dans les années 80-90, tout simplement sur l'homosexualité. L'homosexualité est reconnue. 10 ans plus tard, on arrive au mariage homosexuel. Et maintenant, dans les lobbies, dans certains lobbies LGBT, etc., on commence à parler de la pédophilie. Voilà, alors c'est un truc toujours progressif par étapes, parce qu'en fait, étant donné que l'idéologie n'arrive pas à résoudre les problèmes auxquels ces gens font face, en fait, la solution c'est toujours plus d'idéologie, parce que voilà, c'est la fuite en avant.
C'est-à-dire qu'en fait, Kaczynski, c'est intéressant. Il est de droite, mais contrairement à ce qu'on retrouve chez beaucoup d'écrivains ou auteurs de droite, c'est un matérialiste, en fait. Oui. Il considère que les conditions concrètes d'existence vont avoir des conséquences sur la construction psychique et psychologique des individus, et qu'en fait, souvent, l'idéologie sert à rationaliser la condition psychologique de la personne. C'est très nietzschéen, d'ailleurs. Alors, il parle jamais de Nietzsche, donc qu'est-ce qu'il a lu, on sait pas, mais c'est très nietzschéen comme considération. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'idéologie, c'est pas après un examen rationnel, etc. C'est souvent la traduction de la condition psychologique de la personne qui l'énonce, quoi. Ironiquement, on pourrait dire que ça s'applique à Kaczynski lui-même, parce qu'on sait que c'était quelqu'un qui était asocial, voire antisocial pendant son passage à l'université. Donc il est pas aussi, donc c'est tout à fait pensable que le système philosophique qu'il a développé, en fait, c'est aussi lui qui parle à travers, quoi. Mais de fait, on peut aussi dénoncer finalement l'hypocrisie de ces personnes, des gauchistes, etc. Parce qu'en fait, au fond, ce qu'ils combattent, c'est pas vrai que c'est le patriarcat ou la discrimination. Parce que quand on relève, par exemple, que le patriarcat, c'est encore pire dans des pays africains ou des pays, on va dire, moins développés, ces personnes-là, dans ces cas-là, soit elles réagissent en disant... elles minimisent la chose, soit elles vont dire et elles vont se réjouir, ah oui mais regardez ça existe aussi chez nous, parce qu'en fait elles détestent davantage le fait qu'une société ou que des personnes puissent être fortes, et en fait c'est ça, en fait ce qu'ils combattent, c'est en fait c'est ce sentiment de frustration qu'ils ont, et donc ils s'attaquent à des personnes puissantes, etc., sous couvert de lutte contre la discrimination, etc. C'est sûr que le grand jeu, en fait, ce que nous invite à voir Kaczynski, ce qui pourtant devrait être assez simple, mais c'est toujours intéressant de le garder à l'esprit, c'est qu'en fait, quand quelqu'un de gauche vous dit je combats pour X ou Y, il combat jamais pour ça. Il y a toujours quelque chose derrière, en fait, qui est la vraie cause. Donc c'est pour ça que quand on a une féministe de gauche qui va dire je combats le patriarcat en général, on dit oui, mais enfin, déjà en Europe, il n'y a plus vraiment de patriarcat depuis un bon moment, et beaucoup d'oppressions que peuvent subir des femmes, ça vient de populations importées. La réponse logique, si vraiment elle voulait défendre les femmes contre le patriarcat, serait de dire oui, on l'inclut dans notre combat, on s'oppose à ça aussi. Sauf qu'en fait, toujours c'est la même réponse, c'est soit c'est pas vrai, c'est du mensonge d'extrême droite, soit notre patriarcat est pire, soit, et ça c'est le délire un peu post-colonial, ce serait l'Occident ou l'Europe qui a enseigné le patriarcat aux civilisations colonisées, donc celles de l'Afrique ou du monde islamique, et en fait c'est quand même notre faute. Oui, c'est vrai que l'excision c'est une tradition européenne. Mais voilà, n'importe quoi. Donc tout à fait, et en fait c'est ça, et donc en fait en réalité ce qui se cache derrière, c'est simplement ce sentiment d'infériorité qu'elles impriment à toute la société à laquelle elles appartiennent, en disant il faut battre sa coulpe, se culpabiliser, s'exorciser de ce truc-là. En fait, il faut qu'on souffre parce qu'on est inférieur, et donc on mérite ce qui nous arrive. Quelque chose de très, très pervers, en fait, d'assez masochiste là-dedans, finalement. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la question du... Ah oui, dernière remarque, peut-être qu'après, on pourra passer à autre chose. C'est que du coup, la conséquence, pourquoi Kaczynski parle de ça, parce qu'on pourrait se dire quel est le rapport avec l'écologie, parce qu'en fait, Kaczynski dit, étant donné que ces gens-là, leur gauchisme, c'est simplement la traduction d'une pathologie, on ne peut pas en faire des révolutionnaires contre le système techno-industriel. C'est pas possible. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on leur proposera une révolution radicale contre le système techno-industriel, en fait, c'est des gens qui vont bifurquer et défendre en fait les causes gauchistes, progressistes, LGBT, immigrés, féminisme, droits des animaux, je ne sais quoi. Parce qu'en réalité, ils veulent pas combattre le système, ils veulent combattre leur propre sentiment d'infériorité en se trouvant des causes de substitution. Et du coup, il faut pas faire l'erreur de faire la révolution antitechnique ou écologiste avec ces gens-là, parce que du coup on se tirera une balle dans le pied. Donc déjà il faut écarter ces gens-là du projet révolutionnaire, et ensuite éventuellement on pourra y arriver. Et c'est pour ça qu'il commence son manifeste par ça en fait, très clairement. Donc ça en gros, c'est une sorte de mise en garde qui débute le manifeste, et après en fait il va longuement exposer un peu sa vision de la société, comment marche une société, et toujours en se basant sur la psychologie humaine. Alors ce qui est intéressant avec Kaczynski, c'est qu'en fait on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, mais il n'est pas intéressé en faisant une démonstration, on va dire, scientifique. C'est quelqu'un qui a une conception un peu intuitive, instinctive, et qui essaye de l'étayer, et du coup, c'est une sorte de bon sens assez pointu, qui fait qu'effectivement, quand on lit ça, on se dit oui, en fait, ça résonne complètement. Et notamment quand il expose sa théorie sur ce qu'il appelle le processus de pouvoir. Donc, Haddock, est-ce que tu as 2-3 mots à nous dire sur ce que c'est que le fameux processus de pouvoir ? Oui, donc le processus de pouvoir, en fait, qui découle du besoin de pouvoir d'une personne, c'est un processus par lequel on a besoin pour lui, biologiquement, de vivre. C'est, en fait, il le définit en plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est se fixer un but.
Ouais. La deuxième, faire l'effort pour atteindre ce but. La troisième, avoir atteint ce but. Donc pour lui, le processus du coup de pouvoir, C'est un moteur en fait. c'est un moteur, oui, ouais. voilà, pour Toute personne saine voilà, d'évoluer. Bah, ne c'est serait-ce que même de ce qui fait que t'es s'autosatisfaire. sain en fait. Mm. Si t'as un processus de pouvoir, bah, tu vas traverser des épreuves, donc forcément ça va Ce qui tire l'homme vers le haut. ça va ce te qui- tirer vers le haut, exactement. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, le moteur de l'action humaine, c'est pas vraiment d'atteindre le bonheur ou le confort ou simplement d'être libre sans le définir. C'est en fait d'exercer sa puissance sur le monde extérieur, d'échouer ou de réussir, bon, éventuellement de réussir idéalement, mais même en échouant. Et en fait, en exerçant ce processus-là, on développe des qualités, et ces qualités font qu'on est une personne bien construite, et en fait, presque sans faire exprès, c'est là qu'on peut atteindre en fait la belle vie ou la bonne vie, parce qu'on est un individu construit avec des qualités positives, autant physiques que intellectuelles, psychiques, tout ce qu'on veut. Et c'est quand on confisque aux gens leur processus de pouvoir qui commence en fait à dégénérer et à s'amoindrir en fait. Voilà, avoir ce sentiment d'infériorité, etc. Et il différencie bien évidemment en fait dans le processus de pouvoir les nécessités, on va dire, qui sont vitales. Donc il prend l'exemple des peuplades primitives pour qui le processus de pouvoir va s'appliquer en allant chercher à manger, par exemple, à ce qu'on pourrait appeler, ce qu'il appelle d'ailleurs des activités compensatrices, donc qui permettent d'appliquer son processus de pouvoir à quelque chose qui n'est pas nécessaire. Voilà. Dans les temps anciens, il faut se nourrir. Bon bah évidemment, Mhm. c'est un effort considérable à fournir. Il faut faire des armes, aller les chasser, prendre le risque de se blesser, de mourir, ça prend du temps, c'est fatigant. Mais à la fin, bon, on a effectivement le besoin de se nourrir qui est résolu, mais entre-temps, on a fait des efforts qui développent des qualités. Alors que par exemple, dans la société actuelle, on a faim, qu'est-ce qu'on fait ? Bon bah on ouvre le frigo et en pire des cas, on va au supermarché quoi. Voilà, parce que en fait, il différencie trois processus de pouvoir différents, il me semble, de niveau 1, donc quelque chose qui demande peu d'efforts et qu'on obtient facilement, 2, quelque chose qui demande pas mal d'efforts mais qu'on est capable d'obtenir, et troisièmement, ce qui demande vraiment beaucoup d'efforts et ce qu'on a très peu de chances d'obtenir finalement. Et en fait, dans la société du coup techno-industrielle, ce processus de pouvoir, finalement, il n'y a que la catégorie 1 ou 3, ce qui provoque la frustration chez l'individu parce que dans le cas 1, il ne nécessite pas suffisamment d'efforts pour être satisfait de lui-même et fier de lui. Et 3, sinon frustration parce que ce qu'il veut au final il ne pourra jamais l'atteindre. C'est ça. Parce que tout ce qui était, il me semble, voilà, se nourrir, Se chauffer, voilà, travailler, etc. Dans les sociétés primitives, c'était dans la catégorie 2, ce qui demandait assez d'efforts. Alors que voilà, comme l'a dit Darius, maintenant c'est passé en catégorie 1, tu vas t'acheter ton truc à Intermarché, et c'est très simple finalement. Ouais. Tout comme même trouver un travail aujourd'hui, bon, il y en a qui diront c'est pas si simple que ça. Oui, après ça dépend, mais disons que de manière générale, bon, ce qu'on te demande, c'est voilà, tu fais le boulot qu'on te demande de faire, t'es derrière ton ordinateur, tu tapes ce qu'on te dit de machin, t'es docile, t'es obéissant, et normalement t'as pas tellement de raisons de te faire virer, quoi. Voilà. Et donc en fait le problème, c'est que le progrès technique permet de faciliter, on va dire, les objectifs de la deuxième catégorie et les fait passer en catégorie 1. Donc on a donné des exemples, hein, mais se déplacer, bon, vous montez dans votre voiture, vous parcourez 300 km, c'est un peu long, mais c'est pas très difficile. Alors qu'auparavant ça demandait des efforts. Donc il y a tout un tas d'actions qui passent de la catégorie 2 à la catégorie 1 parce qu'elles deviennent très faciles à cause du progrès technique. Et du coup on perd cette gratification psychologique. Donc les individus n'exercent plus le processus de pouvoir. Mais on a aussi des activités qui vont passer en catégorie 3, c'est-à-dire que celles où on aura beau se démener, on n'y arrivera pas. Alors l'exemple qu'il prend, c'est le fait tout bêtement d'exercer sa liberté. C'est-à-dire que si on est dans une petite communauté un peu primitive, étant donné qu'on n'est pas nombreux, c'est assez simple, chacun a une part d'influence relativement élevée dans la société dans laquelle il vit. Par contre, c'est une société énorme, très complexe, bureaucratique, avec une économie compliquée, forcément, plus on est nombreux, plus chaque personne devient dispensable. Et donc le fait de faire entendre sa voix, ce qui est aussi un besoin humain, le besoin de reconnaissance, n'est plus assouvi non plus. Et donc en fait la deuxième catégorie, qui est la plus importante, la plus bénéfique, va progressivement se vider pour aller remplir les catégories 1 des choses trop faciles, et des catégories 3 des choses impossibles à obtenir. Par exemple, ce qu'il cite comme exemple et que j'ai trouvé intéressant, c'est ce besoin de sécurité chez l'individu, de sentir que voilà, il maîtrise par exemple c'est les frontières de chez lui, sa sécurité, et qu'en fait aujourd'hui finalement c'est l'État qui gère tout ça, et lui n'a aucune influence sur par exemple je sais pas, l'immigration ou ce genre de choses qui va peut-être impacter sa sécurité à lui, mais toutes ces décisions là qu'il ne pourra jamais prendre Bien sûr. parce que c'est dans les hautes sphères, etc. Ça revient régulièrement, cette idée que l'individu
ne représente plus grand chose, il ne peut plus influencer ces sphères de l'État. Une personne est trop importante et voilà, il a le sentiment d'être un pégu qui n'aura aucune influence sur la décision de son pays. Comme je le dis, dans une société d'1 million de personnes, chaque personne représente 1/1000000 de la société et donc elle n'a aucune influence dessus. Oui, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que aujourd'hui, en gros, il estime entre 500 et 1000 personnes les nombres de personnes qui prendraient des décisions fondamentales. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité, comment dire, au cours de l'histoire humaine, ce qu'on voit apparaître, et si on étudie un petit peu l'histoire, la sociologie des institutions, ce genre de choses, progressivement, on voit que lorsqu'on gagne en efficacité, en stabilité dans un système, on perd en responsabilité individuelle, parce qu'en fait, on délègue ces tâches-là à des entités un petit peu distantes, un petit peu abstraites, l'État, la bureaucratie, les grandes entreprises, des choses comme ça, qui en fait effectivement vont gérer ces problèmes de façon efficace. C'est-à-dire que il est indéniable que, je sais pas moi, pour la gestion, voilà, à l'époque féodale, bon, on est un serf, c'est comme compliqué d'assurer sa sécurité tout seul, puis voilà, on est un peu désarmé. Effectivement, c'est plus facile dans un État moderne où toutes les affaires de police, de sécurité sont gérées. Le problème, c'est qu'étant donné qu'on n'exerce plus son processus de pouvoir pour garantir sa sécurité, ça fait une zone en moins dans laquelle ce processus ne s'exprime plus. Et ça, on peut le décliner dans un peu tout. C'est vrai dans l'économie. Enfin, ça fait assez longtemps qu'il y a plus grand monde dans une société actuelle qui est capable de subvenir à ses propres besoins. En fait, on dépend de très grandes chaînes de production, de processus incroyablement compliqués et vastes. Et en fait, bon, on en bénéficie, donc on est content, on n'a pas de famine, on a à manger, tout ça. Par contre, on ne ressentira plus la satisfaction de s'être dit je suis autonome, je me suis de façon autonome, voilà, je peux subvenir à mes besoins. Et en fait, ça c'est déclinable un peu dans toutes les strates de la société. Et donc, il en découle que progressivement, à l'échelle de masse de toutes des populations de millions de personnes, les processus de pouvoir s'amenuisent avant de disparaître. C'est vrai que l'homme primitif, finalement, il avait plus de risques pour sa sécurité. En soi, il avait plus de chances de tomber malade, il n'avait pas la médecine que l'on connaît aujourd'hui qui pouvait le soigner. Il pouvait avoir des menaces plus graves, des guerres, etc. Mais finalement, l'individu était suffisamment autonome pour avoir confiance dans ses propres ressources et sa propre force. Voilà, si jamais il était finalement lâché dans la nature comme ça, pour se débrouiller de lui-même. Alors qu'aujourd'hui, on a une société qui est très puissante, etc. Mais paradoxalement, l'individu seul, finalement, n'a plus cette autonomie et il n'a plus ce pouvoir. Donc en fait, il y a cette anxiété de se dire, si jamais tout ça s'écroulait, moi, j'ai aucun moyen de me débrouiller par moi-même, en fait. Bien sûr. Et c'est peut-être aussi pour ça, alors ça, Kaczynski n'en parle pas, mais on peut le suggérer, que en fait, instinctivement, les gens le perçoivent, et ça se retrouve dans toute la production culturelle qu'on voit aujourd'hui, avec tout le délire sur le post-apocalyptique, l'invasion de zombies, enfin tous ces trucs culturels qui reviennent dans les films, les séries, etc., et qui en fait traduisent l'idée qu'on comprend bien que même si on a eu accès au confort, il y a une société qui a su résoudre des problèmes très complexes, au final, nous-mêmes, profondément, on est désarmés. Et c'est-à-dire que si le système s'écroulait, il faudrait beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrances pour retrouver cette autonomie. Mais peut-être qu'au final, en tout cas, ce besoin d'autonomie serait au moins satisfait. Et d'un côté, paradoxalement, cette société qui compte dans ces cas-là sur, on va dire, la masse et plusieurs individus pour organiser, régenter, etc. Cette société a pourtant intérêt à détruire la famille, les petites communautés, les liens familiaux, parce que, comme il l'explique, finalement, si la loyauté de l'individu est plus forte envers sa famille, sa communauté, dans ces cas-là, il n'est plus serviable envers la société, et donc la société s'écroule. Voilà. Donc par exemple, on peut prendre un exemple historique là-dessus. À l'époque de la Révolution française, un des projets des révolutionnaires, c'était quasiment dès l'enfance, dès la petite enfance, retirer leurs enfants à toutes les familles pour les étudier, les intégrer dans des grandes écoles publiques d'État qui leur apprendraient à être de bons citoyens révolutionnaires, des gens animés par le progrès humain, la foi dans la fraternité universelle. Parce que si on prenait le risque de les laisser à leur famille, ça créerait de l'instabilité politique, qui était une peur qui n'était pas idiote, puisqu'on était dans une époque effectivement de grande instabilité politique. Mais le problème évident, c'est que si vous faites ça, en fait vous avez une sorte de, comment pourrait-on dire, de propriété anthropologique. Quand vous retirez les gens à leur famille, ils deviennent pas plus libres, mais ils deviennent un peu moins humains, ils deviennent plus bêtes, plus serviles, plus peureux, plus fragiles. Et du coup, en fait, vous recréez une autre instabilité. Et du coup, c'est ce que dit Kaczynski, il y a toujours cette tension vers le haut,
la société qui veut, on va dire, discipliner, régenter, régler les problèmes par des grandes solutions techniques, et par le bas, la capacité des individus à devoir résoudre des problèmes pour se développer. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de problèmes à résoudre, le nouveau problème qui apparaît, c'est qu'on est face à une humanité qui n'est plus vraiment humaine, et qui est un peu bloquée dans une sorte d'enfance, un peu, voilà. D'ailleurs, pour reprendre sur la révolution, déjà, les révolutionnaires utilisaient déjà la diabolisation de ceux qui ne voulaient pas changer. Ils appelaient ça l'hydre du fanatisme. Ouais. Évidemment, les gens, il y a des gens, évidemment, qui voulaient garder leur langue, qui voulaient continuer à vivre selon leur foi et leur communauté, mais que la révolution, elle ne le voulait pas, comme tu dis, ils voulaient les arracher à leurs racines. D'ailleurs, dans la Déclaration des droits de l'homme, seule la nation est souveraine. Bien sûr. La famille ne l'est pas, la communauté ne l'est pas. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, parce que par exemple, tous les discours qu'on entend sur l'éducation nationale en France, qui est presque décrit comme une religion, hein. On se souvient de la déclaration de Vincent Peillon, l'ancien ministre de l'Éducation sous François Hollande, qui était socialiste, et qui disait le but de l'école, alors au début les gens trouvaient que c'était du baratin, mais c'est pas du baratin du tout, ça a un sens. Il disait le but de l'école, c'est la transsubstantiation du citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève on va dire, la personne humaine dans toutes ses appartenances concrètes anthropologiques, pour en faire le citoyen, cet être abstrait qui est loyal à un État, et à un certain État avec une certaine vision, qui est l'État, on va dire, fraternel, universel, progressiste, parce qu'il en va même de la survie de la nation. Une nation qui a un terme très différent dans le lexique révolutionnaire qu'il peut l'avoir chez nous, par exemple. Pour reprendre les termes exacts de Monsieur Payon, c'était arracher les enfants au déterminisme familial. Tout à fait. Ah oui, mais on est absolument là-dedans. Et après, dans chaque pays, il y a un peu ces mythes-là, c'est déclinable. Alors nous, effectivement, il y a tout le mythe révolutionnaire, mais vous êtes dans d'autres pays de l'Europe et de l'Occident, vous retrouvez plus ou moins ça à des degrés divers, quoi. Tout simplement, tu le vois chez les communistes vietnamiens, donc ce qui s'appelait le Viet Minh. Ouais. Ils changeaient, en fait, ils faisaient quelque chose de tout simple. Ils prenaient tous les chants locaux, quels qu'ils soient, et en fait, ils ont changé les paroles. Ils ont enlevé tout ce qui pouvait être religieux, communautaire, ou même amoureux, et ils les employaient pour des termes, soit militaires, ou tout simple, ou alors encore plus simple, pour les employer des termes hygiéniques. Oui, mais c'est typiquement cette logique-là qu'on retrouve. Et en fait, donc pour moi, c'est une grille de lecture, une vision de l'anthropologie qui est simple, mais qui est extrêmement efficace pour comprendre un paquet de trucs, quoi. C'est-à-dire que ça se décline dans plein de domaines, et ça permet de comprendre les mouvements idéologiques, institutionnels, les changements de régime aussi, hein, par exemple. Et aussi dans ces cas-là, ce qu'il soulève comme question, c'est pourquoi il y a quand même beaucoup de gens qui semblent se satisfaire finalement de cette société et qui ne se rendent pas tellement compte de ces problèmes, etc. Et c'est qu'en fait, toute cette catégorie 2 du processus de pouvoir qui a été vidée au profit de la 1 et de la 3, elle est compensée par exemple par la société de consommation, la publicité, le marketing qui pousse les individus à acheter des choses dont ils n'ont clairement pas besoin, que leurs grands-parents, ce qui n'existait même pas du temps de leurs grands-parents, ça les a pas empêchés de vivre pour autant. Et voilà, et de persuader l'individu qu'il en a besoin, et finalement il faut souvent avoir pas mal d'argent pour satisfaire ces envies-là, et donc ça compense plus ou moins ce processus de pouvoir. Mais c'est qu'en fait on remplace l'effort, on va dire, physique, psychologique, social et toutes ces choses-là, par simplement l'effort d'accumuler de l'argent pour s'acheter ces choses-là au nom de ce que Kaczynski appelle, comme le disait Adoc tout à l'heure, les activités compensatrices. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vidé la deuxième catégorie des processus de pouvoir, mais pour pas que ça dégénère, en fait, les hommes ont une idée, un stratagème qui est pas bête et qui est simple, c'est de se trouver des activités de substitution qui permettent de se créer des besoins en fait non vitaux, pas spécialement, mais qui donnent l'occasion d'exercer son processus de pouvoir. Donc il prend l'exemple, alors je crois que c'est de l'empereur du Japon Hirohito, alors qui est empereur, hein, en soi il a tout ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, il pourrait tranquillement accumuler du pognon chez lui, etc. Et c'est quelqu'un qui préfère s'intéresser à la biologie marine, qui est une zone de connaissance a priori dont il n'a pas besoin, mais ça lui permet en fait d'exercer sa puissance intellectuelle, d'apprendre des choses, de se confronter au réel, justement pour ne pas dégénérer. Et d'ailleurs Kaczynski prend l'exemple de l'aristocratie, ce qui est très intéressant. Donc il dit c'est tout le drame en fait des vieilles aristocraties d'épée vieillissantes. C'est-à-dire que l'aristocratie, quand elle n'a plus besoin d'être l'épée à la main pour justifier son rôle d'aristocratie, étant donné qu'elle bénéficie d'un paquet de privilèges, etc., elle devient en fait oisive, paresseuse, dégénérée, donneuse de leçons, voilà. Et en fait, du coup, elle arrête de développer des qualités, elle développe des défauts, qui font que les gens qui, eux, vont avoir ces qualités, vont en fait se hisser au niveau de l'aristocratie, puisqu'ils sont simplement plus forts, en fait. C'est le processus qu'il y a eu de Louis XIV à Louis XVI.
Typiquement, ça fait beaucoup penser à C'est-à-dire ça. la fin de l'aristocratie d'épée, Louis XVI qui avait très peur de l'aristocratie. La fin de l'aristocratie d'épée, donc qu'est-ce qu'il fait? Il les met tous à Versailles, parce que sinon ils ne sont plus rien, donc ils deviennent des courtisans. Et comme ils ne veulent pas s'occuper intelligemment, ils nomment des bourgeois dans les ministères. Tout à fait. Et ça a donné la Révolution française, qui est une révolution bourgeoise. Oui, effectivement, mais tout à fait, tout à fait. Euh, et moi ça me fait penser à ce qu'on avait, un truc que je pense beaucoup ont étudié au collège-lycée, c'est les liaisons dangereuses de Chauderlot Oui. de Laclos. Et en fait, souvent, on l'étudie sous l'angle purement littéraire, etc., ce qui est pas très intéressant. Provocatrice, Oui, voilà. l'homme voulait être libre. Tout à fait, mais ce qui est très superficiel. La lecture qu'on peut en faire, et ça m'est revenu, notamment après avoir relu La société industrielle et son avenir, c'est qu'en fait, ça raconte exactement cette histoire-là. Mhm. C'est en fait une aristocratie qui ne comprend plus pourquoi elle est au sommet, pourquoi elle est aristocratique, et qui du coup se démène dans des activités complètement oisives, sans aucun intérêt, stériles au possible. En gros, d'aller tringler de la petite courtisane Oui, en c'est ça. faisant des jeux épistolaires, enfin un truc complètement nul. Et en fait, ça, je ne sais pas si Chauderlot de Laclos l'a écrit sous cet angle-là, mais c'est presque de l'histoire, quoi. Enfin, ça permet vraiment de comprendre profondément, de se plonger dans la psychologie de toute une classe qui ne peut plus qui n'exerce plus son processus de pouvoir, qui du coup dégénère et quelques décennies plus tard se fera remplacer par des gens qui, certes, peuvent être peu recommandables, mais qui ont la force de souffrir, de se faire du mal, bref, de la vertu, comme disait Robespierre. Oui, d'une certaine façon. Bah, de toute façon, pour reprendre Laclos lui-même était un dégénéré, c'est-à-dire Oui. que, pour prendre un exemple, sa femme était obligée d'enfermer ses filles à double tour le soir, pour pas que Laclos leur saute dessus. Voilà. Ah, sympa. Voilà, sympa. Mais oui, typiquement, alors on pourrait effectivement donner des milliers d'exemples, mais c'est l'idée qu'on retrouve. Et donc c'est intéressant parce que ça permet, quand on a cette vision-là, de faire à la fois la critique, on va dire, de la révolution au sens qu'on connaît au sens de la gauche, etc., la révolution progressiste, en comprenant que c'est l'émanation d'une pathologie, mais ça permet aussi d'éviter le passéisme ou une posture réactionnaire nulle, en comprenant que les aristocraties ont besoin de sang neuf, etc., les hiérarchies sociales, les ordres sociaux ont besoin de sang neuf, de s'exercer, et c'est pour ça qu'on peut tout à fait être de droite, une droite musclée, sans pour autant pleurer sur le sort de l'aristocratie française qui, au final, n'en avait que le nom. Être un peu plus Premier Empire que passéiste de Louis XVI. Tout à fait, c'est mon cas personnellement, mais Le même. voilà. Donc ça, en gros, c'est sur le processus de pouvoir, en gros, l'anthropologie de Kaczynski. Donc là, on se dit encore, mais pourquoi on parle de ça sur un truc sur l'écologie? En fait, c'est parce que tout va s'articuler après. Donc là, c'est le cœur du truc, le rapport entre la liberté politique et le progrès technique. Et juste en petite introduction, ce qu'on va voir sur Kaczynski, c'est qu'en fait, son combat contre la société technique, alors c'est pas comme l'écologie gauchiste, pour le plaisir de culpabiliser, ou parce qu'il faut être gentil avec Gaïa, etc. C'est parce qu'en fait, le progrès technique et la société techno-industrielle font des hommes de moindre qualité, moins libres, moins créatifs, moins forts, moins intelligents. Et c'est pour préserver ce qu'il y a de meilleur en l'homme qu'il faut se battre de façon radicale contre le système technique et industriel. Donc sur ce point-là, en fait, donc on avait expliqué, plus il y a du progrès technique, plus il y a des inventions qui facilitent la vie, plus les activités humaines en fait passent du stade 2 au stade 1 et 3. Et en fait, ce qui va se produire, c'est que ce progrès technique a aussi des conséquences directement politiques. Donc par exemple, je sais pas, on invente l'État, par exemple. Ben, on invente l'État, c'est-à-dire qu'il y a toute une catégorie d'hommes, normalement qui sont formés, etc., disciplinés, qui vont résoudre un paquet de problèmes. Mais pour résoudre tous ces problèmes, je sais pas, les problèmes d'énergie, de nourriture, la guerre, les taxes, l'économie, la santé publique, tout ce qu'on veut, ça fait que du coup, on gagne en efficacité pour résoudre le problème, mais on retire progressivement la capacité aux individus de gérer leurs problèmes eux-mêmes. Et donc, alors c'est un truc qui est progressif, hein, c'est un peu comme l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau à bouillir. Au début, on la met dans l'eau froide et puis ça chauffe progressivement. Alors que si et du coup, elle ne s'en rend pas compte. Alors que si on la mettait dans l'eau bouillante immédiatement, elle sortirait, elle se rebellerait. C'est un peu la même histoire. Et du coup, le progrès technique, en fait, va donner forme à des nouvelles méthodes de gouvernance et de forme politique qui vont en fait faire que quelle que soit l'idéologie dont on se réclame et qui, théoriquement, sont faites pour l'humanisme, le progrès et la liberté, en fait, qu'on soit communiste, socialiste, libéral, je sais pas quoi, en réalité, quel que soit le système, l'homme se retrouve amoindri parce qu'il n'est plus vraiment prise sur sa propre vie, en fait. Alors que, encore une fois, comme on l'avait dit précédemment, c'est un besoin fondamental de l'humanité. Et l'exemple qu'il donne, il va dire, je ne sais pas moi, admettons, on invente la voiture. Alors au début on dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la voiture. Mais effectivement c'est vrai, si on veut on peut continuer à se déplacer à pied.
Sauf que la voiture présente un avantage évident, c'est que vous pouvez vous déplacer plus loin, Mhm. plus vite, donc c'est un avantage par exemple économique. Donc vous pouvez trouver un travail plus loin, donc vous êtes plus compétitif économiquement. Donc si vous faites le choix de ne pas vous déplacer en voiture, immédiatement, que vous le vouliez ou non, c'est pas du tout de votre fait, vous devenez moins compétitif. Parce que le système va favoriser l'adoption des nouvelles normes techniques. Et donc c'est ça pour tout, et ça se décline partout, et du coup, rapidement, en fait, vous n'avez plus vraiment le choix. C'est-à-dire que vous avez le choix de faire quelque chose ou pas, sachant que si vous faites le mauvais choix, vous serez pénalisé de façon immédiate. C'est pareil, par exemple pour l'école, etc. Et vu que le système a besoin de gagner en stabilité, bah, ce qui au début devient un choix, devient finalement une obligation. Vous pouvez envoyer vos enfants à l'école, devient l'école laïque et obligatoire de 6 à 16 ans, etc. Et au final, bon, bah, une petite liberté de perdue. Et de petite liberté perdue en petite liberté perdue, que vous le vouliez ou non, que vous le croyez ou non, en fait, vous n'avez plus vraiment de prise authentique sur votre vie. Oui, parce que même comment dire, les libertés qu'on pense avoir, ce sont des illusions. Par exemple, ici, ouais, le fait de se déplacer, on se dit oui, c'est moi qui choisis d'aller d'un point A à un point B, certes, mais par exemple, devoir s'arrêter à les panneaux de signalisation, les limitations de vitesse, etc. Au final, ben, même ça, vous êtes voilà, pas libre de vous déplacer de la manière dont vous le souhaitez, quoi. Bien sûr. Et après, alors Kaczynski n'est pas libertaire en tant que tel, c'est pas une sorte d'adolescent attardé comme les anarchistes, qui considère qu'il faut pas de règles et que tout serait super. Il dit simplement qu'en fait le progrès technique donne naissance à des règles qui vont être très sévères et sur lesquelles on n'a pas prise, parce que une règle qui existe, bon, elle peut être bénéfique, mais au moins si elle n'est pas bénéfique, mais qu'elle est à distance, vous pouvez lutter contre, et donc en luttant contre, quelque part, vous pouvez aussi développer des qualités. Donc il peut y avoir de la place pour des règles, etc. Mais à partir du moment où c'est des règles qui sont tellement éloignées de vous, sur lesquelles vous n'avez pas prise, etc., bah en fait la seule solution que vous avez, c'est de vous y soumettre, ou alors de vivre dans la marginalité, et encore une fois on revient au point de départ, du coup tout seul vous ne pouvez plus développer les qualités positives chez une personne, quoi. Et donc c'est pour ça que du coup Kaczynski dit, pour retrouver la liberté, en fait il faut lutter, détruire le système techno-industriel, non seulement arrêter le progrès technique, mais l'interdire, hein. C'est pour ça qu'on a souvent qualifié Kaczynski d'anarcho-primitiviste, même si lui ne se réclamait pas de ce terme, parce qu'en fait le but c'est de revenir à des petites communautés, qui comptent pas beaucoup de gens, organiques, géographiquement très proches les unes des autres, qui comptent peu de personnes, donc Darius disait entre 500 et 1000 personnes effectivement. On peut d'ailleurs se souvenir d'un principe en psychologie qui s'appelle le nombre de Dunbar, qui est de 150, et qui considère qu'en gros, dans la vie d'une personne, vous ne pouvez pas avoir plus de 150 relations humaines qui ont un peu de sens, un peu de profondeur, à la fois. C'est-à-dire que si vous dépassez de ça, ça n'a plus de sens. Voilà, c'est ça. Même Konrad Lorenz le disait, il disait non, le fait qu'on s'entasse dans des villes, c'est quelque chose de très mauvais. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire que c'est un sujet qui avait été éminemment étudié par tout un pan de la sociologie et de l'anthropologie américaine, c'est qu'en fait l'homme vit radicalement différemment en ville comparé à la campagne. Et que le mode urbain va développer en fait un peu toutes les formes d'anomie sociale, et c'est pour ça que traditionnellement dans les religions et tout ça, la ville c'est souvent démonisé, c'est un peu diabolisé, c'est le lieu de la débauche, de la luxure, de la trahison et tout ça. La ville c'est le monde et le monde c'est l'enfer. Oui, voilà, il y a un peu de ça, et c'est tout à fait. Et là, en fait, Kaczynski donne des instruments pour essayer un peu de comprendre ça. Hop. Alors, au final, évidemment, parce que Kaczynski est un révolutionnaire, on ne saurait faire l'économie de ses considérations sur l'histoire et la révolution. C'est-à-dire comment fonctionne l'histoire et comment fonctionnent les révolutions, comment devrait se mener la révolution. Et donc, il en parle aussi, il donne un peu sa vision et sa méthode. Donc, est-ce que quelqu'un veut un petit peu évoquer ça ? Alors, pour lui, sur l'histoire, déjà, il y a deux choses. Alors, pour lui, il y a deux composantes dans l'histoire. Donc, l'une qu'on ne peut pas prévoir. Bon, par exemple, on est, on ne sait pas, en plein dedans, le coronavirus. Oui. Personne ne l'a prévu. Et celle qui peut être soumise à long terme, celle qu'on peut prévoir sur une certaine durée. Ensuite, il émet 5 principes. Donc le premier, c'est que si une tendance n'est pas stable vis-à-vis de petits changements, c'est qu'elle est soumise au hasard plutôt qu'elle ne suit une ligne directrice donnée. Ensuite, le deuxième, c'est si un changement modifie de manière durable une tendance historique à long terme, cela modifiera la société dans son ensemble. Après la troisième, si un changement modifie de manière durable une tendance historique à long terme, alors les conséquences pour la société dans son ensemble sont imprévisibles. La quatrième, une nouvelle forme de société ne peut pas être conçue sur le papier, elle ne peut être planifiée à l'avance, puis mise en place en espérant qu'elle fonctionne comme il a été prévu.
Et la cinquième, les gens ne choisissent pas consciemment et rationnellement la forme de leur société, elles se développent suivant des processus d'évolution sociale qui ne sont pas sous un contrôle humain rationnel. Voilà, donc en gros l'idée c'est de dire que on peut considérer quelque part que l'histoire peut avoir des facteurs déterministes, mais on n'est pas capable de les anticiper ou de les modéliser, et du coup l'histoire est profondément imprévisible. Oui. Et par conséquent, toutes les velléités révolutionnaires de la gauche vont être fondamentalement utopiques, parce qu'en gros, on sait ce qu'on détruit, on peut savoir comment le détruire, mais on n'a à peu près aucun moyen de faire durer ce qu'on veut ou ce qu'on va construire, ou de prévoir la manière dont ça va marcher. C'est pour ça que lui, dans sa méthode révolutionnaire, dit en fait moi j'ai pas de société quelque part utopique à vous proposer après la révolution, puisqu'en fait ce que moi j'appelle la révolution, c'est juste en fait la destruction du système actuel pour retourner au système tel qu'il était avant quand cette chose-là n'existait pas. Mais il s'agit pas de remodéliser une société où tout marcherait bien, etc. Un énième homme nouveau. Voilà. Donc par exemple, on peut même considérer que Kaczynski a une vision un peu cyclique de l'histoire humaine, puisque ce qui est suggéré, c'est qu'en fait, admettons que, donc là on est dans on va dire la phase terminale du système techno-industriel, lui préconise la révolution et la destruction, admettons qu'elle se fasse, à long terme, de toute façon, un jour, le système techno-industriel reviendra. Oui, parce que l'homme a naturellement en lui cette envie de se dépasser, de créer des choses, d'améliorer son mode de vie, Voilà, c'est ce qu'on appelle comment dire, l'aspect prométhéen. Oui, prométhéen de l'homme. Bien sûr, c'est-à-dire que donc c'est une critique qu'on pourrait effectivement lui adresser, mais je pense que lui-même l'avait intégré, c'est qu'en fait sa révolution n'est pas une sorte de sortie de l'histoire où tous les programmes seraient réglés pour l'éternité, juste que pour la période à venir, en fait, on redevient au début du cycle, et puis voilà. Et c'était quel philosophe ou penseur, il me semble, qui avait dit, voilà, les temps durs créaient des hommes forts, les hommes forts créaient des temps de paix, les temps de paix créaient des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps de guerre. Durs. Voilà, et c'est le cycle. C'est une forme de. Oui, c'est un peu oui, je sais pas si quelqu'un l'avait préconisé en tant que tel, mais effectivement, c'est un point de sagesse qu'on retrouve assez souvent. C'est quelque chose que Kaczynski pourrait tout à fait admettre, vu qu'il est anti-progressiste, dans une conception foncièrement cyclique de l'histoire. Et donc son manuel pour la Révolution, alors il a écrit d'autres bouquins dessus après, parce qu'il a une œuvre au-delà de la société industrielle et son avenir, même si le manifeste est le plus connu. Et effectivement, il dit voilà, on fera la Révolution, on pourra détruire en gros ce qui est. A priori, vu qu'on ne fait que détruire quelque chose, on reviendra au stade où c'était avant, mais après ça ressurgira sûrement un jour ou l'autre, donc il faudra refaire la Révolution à ce moment-là. Mais c'est presque pathologique, quoi. C'est-à-dire qu'on a une maladie, on la purge, mais elle va revenir, donc il faut se préparer au jour où elle va revenir et à la reguérir, etc. Voilà, selon lui, il faut le faire le plus vite possible, car plus on attend avant la chute, plus la chute sera dure. Oui. Et il insiste beaucoup sur ce point, que pour lui, il me semble qu'il donne une estimation entre 40 et 100 ans, à partir du moment où il a écrit son bouquin, pour la chute du système techno-industriel. Après, lui, il préconise qu'on accélère la chute de ce système. Oui. Oui, alors ça c'est une approche qu'on appelle l'accélérationnisme, qu'on trouve chez pas mal de révolutionnaires, qui consiste à dire qu'en fait le système est instable, et donc plutôt que d'attendre et de plus pouvoir faire la révolution, en fait il faut activement aller dans le sens du système pour intensifier son instabilité, et comme ça il s'écoulera plus vite et plus fort. Ouais, chez pas mal de révolutionnaires, ou même chez pas mal de défaitistes de droite qui disent ouais, non mais de toute façon on va voter pour le pire parce que de toute façon ça sert à rien, de toute manière le système est voué à l'échec, donc on va voter Macron parce que comme ça le système se détruira tout seul. C'est assez pénible comme... Oui, alors effectivement l'accélérationnisme c'est un truc qui est souvent écrit d'ailleurs par des révolutionnaires qui ne pratiquent pas vraiment l'activité politique. Oui, je trouve que c'est un peu une excuse je laisse faire parce que j'ai pas les burnes de faire changer les choses, quoi. Donc non mais ce que je fais, non mais je sais pertinemment, c'est pour le bien de la société. En fait, je me soumets pas, c'est une stratégie révolutionnaire. Voilà, c'est ça, c'est très pénible. Oui, il y a un petit côté, c'est pour se justifier de ne rien faire, et il y a vraiment un côté très pédant. Oui, mais moi je sais de toute façon, vous ne connaissez pas les rouages de cette société. Il y a ce petit côté, il y a ce petit côté un peu national catholique, je maintiendrai. Ouais, je maintiendrai mon ordre, mais je ne bougerai pas. Oui. Alors après, chez Kaczynski, je pense que lui, en fait, c'est pas par lâcheté ou quoi qu'il propose l'accélérationnisme. C'est parce qu'il a une approche il prend beaucoup de recul et très intellectuelle sur ces sujets-là, et il se dit, bah c'est logique. Système instable, tendance instable, on appuie là où ça fait mal, ça va péter. Sauf que s'il y a bien un truc qu'on doit admettre, c'est que les accélérationnistes de toutes les époques n'ont jamais eu raison, en fait.
Oui. À chaque fois qu'on accélère les tendances, en fait, on fragilise pas le système, on le renforce. Ouais. Et on se fragilise soi-même aussi. Voilà. C'est vrai. Donc, empiriquement, l'accélérationnisme n'est pas une stratégie. Donc, il y a un peu une faiblesse conceptuelle là-dessus de sa part. Qu'on mais peut la déplorer. société est mais- trop Peut-être dû fort, aussi au ils sont- fait que, comme il était en soi c'est un solitaire, Oui. du coup peut-être que lui-même s'estimait prêt à faire cet accélérationnisme, mais il ne pouvait pas concevoir qu'il y ait des gens qui eux ne le soient pas, qui le souhaitent mais qui ne le soient pas. Oui, et je pense aussi que tu parlais de sa solitude. C'est quelqu'un qui évidemment est toujours solitaire. Je pense que c'est du coup l'incapacité à penser l'action politique collective. Oui. Oui, C'est, parce que la plupart des gens, finalement, peut-être au fond d'eux-mêmes, ils détestent peut-être ce mode de vie, cette société, etc. Mais en fait, voilà, ils n'ont pas le courage et la détermination de se dire, ok, bah j'abandonne mon confort peut-être au profit d'un avenir ou quoi meilleur. C'est juste que, bah, comme on le disait, cette personne, elle a pas confiance en ses propres moyens, donc elle se dit, bon, au pire, on va essayer, vaille que vaille, de se maintenir dans cette société-là, et après moi le déluge, quoi. Oui, il y a peut-être un peu de ça. Et je pense aussi qu'il y a une sorte, comme je disais tout à l'heure, de naïveté révolutionnaire chez Kaczynski. Il fait un peu penser au trotskiste, c'est-à-dire qu'il dit, en gros, la marche de l'histoire fait que ça peut pas tenir. C'est un peu marxiste, hein, en gros, le capitalisme ne peut pas tenir tout seul. Il va s'effondrer, boum, il y aura le socialisme. Mais de la même manière, le système techno-industriel est fondamentalement instable. Boum, il va se casser la gueule, et il y aura l'ancienne société primitiviste qui va reprendre le dessus. Et un truc qui trahit un peu ça, c'est qu'à un moment il explique qu'en gros, la société... Enfin, comment dire, un truc auquel il ne pense pas, c'est que, admettons, je ne sais pas, dans un pays, il y a des militants révolutionnaires anti-techniques qui fassent des actions, j'en sais rien, ils détruisent des barrages hydrauliques, ils fassent péter des centrales nucléaires ou quoi. Si dans un pays vous êtes le seul à faire cette action-là, la conséquence c'est pas que vous aurez libéré le monde de la domination de la technique, c'est que vous aurez juste affaibli le pays et l'état dans lequel vous vous trouvez. Parce que il faut pas oublier quand même que le progrès technique a aussi une utilité, c'est qu'il permet aux États de faire la guerre plus efficacement, d'accroître la domination. Donc en fait, même si le bateau dans lequel vous êtes vous amène à mauvaise destination, si vous le sabordez, en fait, vous allez juste vous noyer dans la mer. Oui, voilà, et puis le canot de sauvetage, c'est bien 2 jours, quoi. Et donc en fait, il y a une sorte de naïveté politique chez Kaczynski. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est anti-gauchiste, anti-progressiste, mais il considère que tout ce qu'on appelle le nationalisme, l'appartenance identitaire et tout, pour lui, c'est des activités compensatrices. Oui, c'est de ça fait, ne oui. m'intéresse pas trop. Ça m'a C'est, assez marqué, voilà, je pense que le besoin, cette recherche d'identité chez les individus, c'est pour compenser. Je trouve ça assez étonnant, parce que au contraire, c'est... Enfin, alors de fait, c'est assez créé par la société finalement, parce que les gens ne savent plus qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Mais du coup, justement, c'est parce qu'ils veulent retourner finalement à cette... sans le savoir, à cette société primitive, en fait, un peu. Oui, en tout cas, ce sentiment d'appartenance. Voilà, c'est ça. Et Donc, en fait, vu que les gens ont oublié la manière authentique, parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire aussi, en fait, ils se dévient vers des formes, on va dire, amoindries ou un peu parodiques de cette identité. C'est-à-dire que je suis plus défini par mon travail, par ma famille, par ma terre d'appartenance, par ma religion. Je vais me définir par le fait que je sois gothique, new wave, homosexuel. voilà, militant trans, queer, LGBT, je sais pas quoi. Et du coup, il y a toutes ces... Donc là, bon, c'est vrai qu'effectivement, on se dit, c'est un peu l'autiste qui parle chez lui. Oui. C'est le type qui a toujours vécu tout seul, du coup, il n'arrive pas à modéliser l'idée d'un sentiment d'appartenance. Oui, alors que pourtant, enfin, je sais pas si, je pense qu'à mon avis, il s'en est rendu compte, mais c'est toujours son côté solitaire, à mon avis, qui revient. Toute révolution ou tout mouvement important nécessite en général une longue préparation au préalable. C'est-à-dire que tu le vois, pourquoi la Révolution française, parce que tu as eu le mouvement, voilà, le siècle de la bougie ou le siècle de lumière, appelez ça comme vous voulez, qui a préparé à ça. Typiquement la guerre de sécession. La guerre de sécession, ça vient de tout un mouvement d'abolitionnistes du nord des États-Unis qui ont fait beaucoup de discours, des livres. Le plus connu, c'est La Casse de l'Oncle Tom, contre l'esclavage au sud des États-Unis. Oui. Un autre, qui est peut-être plus moderne, plus intéressant, c'est la Révolution irlandaise. La Révolution irlandaise, pourquoi pas que 1916, pourquoi la guerre irlandaise? C'est parce que auparavant, les mouvements nationalistes irlandais avaient prévu des générations de combattants politiques. Oui, et ça c'est... Alors effectivement, Kaczynski ne se prétend pas être un organisateur révolutionnaire. Du coup, en fait, il veut, en gros, faire ce travail de préparation en publiant son manifeste au plus grand nombre de personnes, en espérant que ça inspire des vocations. Mais lui-même le dit, en fait, il n'est pas militant professionnel, il s'est jamais intéressé à la politique avant vraiment ce qui lui est arrivé personnellement. Et du coup, on sent qu'il y a une forme presque de spontanéisme éco-radical chez lui.
qui du coup est un peu décevant parce que c'est pas trop à la hauteur des descriptions qu'il fait des mécanismes sociaux et psychologiques. Et du coup, en gros, l'idée c'est on forme des militants, ces militants-là vont faire de l'accélérationnisme révolutionnaire, et puis ça va se casser la figure, et puis en gros, vont mourir. voilà. Ah oui, alors d'ailleurs, tu dis Il ça, assume oui, énormément ce absolument. côté. Il y a des gens qui vont mourir. C'est un passage. Bon, c'est débile comme passage, mais c'est dans Shrek. À un moment, t'as Lord Farquaad qui dit beaucoup d'entre vous vont mourir, mais c'est un choix c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, contrairement à toutes les autres utopies écologistes qu'on peut entendre, il y a absolument pas de paradis retrouvé chez Kaczynski. En gros, après la révolution, tout le monde va être content. Il dit non, ça va être très dur, ça va être très violent. Il y aura des famines, des épidémies épouvantables, des guerres civiles atroces. Mais en fait, c'est la période de purge nécessaire pour que le système revienne à des propriétés plus saines, en fait. La Révolution française comme exemple où il y a eu une énorme période d'instabilité et de temps dur après la Révolution. Il a pas d'illusion là-dessus, il sait que ça va pas être une jolie révolution qui va faire du bien. En fait, il promet pas du tout le bonheur, il promet juste on va dire la santé, en général. Voilà. Et du coup, il parle un peu comme un médecin, il dit, vous êtes gangréné, il faut amputer, tchac, c'est pas plaisant, mais si on attend, la gangrène va se poursuivre, il faudra couper encore plus. Donc c'est vraiment l'angle sur lequel il se positionne. Donc effectivement, c'est un peu moins jovial que le manifeste du Parti communiste, ou des choses comme ça. C'est moins marrant. Non, c'est pas très drôle. Mais en même temps, c'est peut-être un peu plus conscient aussi. Ouais. Je pense qu'on a un peu, bien écumé le fond de l'affaire. Alors du coup, ce qui serait intéressant en fait, c'est de discuter de ce qui est intéressant chez Kaczynski, ce qui est peut-être plus critiquable, et d'essayer en fait de fournir un peu nos conclusions, nos verdicts sur l'œuvre en général, et ce qu'on peut en retirer. Alors qui voudrait commencer ? Moi, ce que j'avais trouvé d'intéressant dans son œuvre, c'est que finalement, en fait, il met des mots sur une pensée qu'on a, je pense, autour ici, qu'on a tous eu à un moment instinctivement. Ouais. C'est-à-dire qu'il prend un exemple et là, tu te dis, ah mais oui, ça, je l'ai pensé pas plus tard qu'avant-hier. Oui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on voit que c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais qui ne fait pas l'erreur, on va dire, des gens intelligents qui s'intéressent à la politique, qui est de prendre du plaisir à développer des modes de pensée extrêmement complexes pour le plaisir de résoudre des puzzles. C'est ça. C'est-à-dire que lui, c'est pas de la stimulation intellectuelle, pour pas dire autre chose, qu'il fait. Il se dit, il y a des mécanismes de l'action humaine assez basiques qu'on peut identifier, peut-être pas dans le détail très précis, mais les grandes lignes. Et quand on part là-dessus, on comprend beaucoup des choses qui se produisent, et donc il faut appuyer sur ces phénomènes qu'on a identifiés, quoi. Oui, c'est vrai que moi, ce qui m'a assez parlé, c'était quand il fait cette critique du je me trouve un boulot pour subvenir vite fait à mes besoins, mais je le fais uniquement parce que la société me le demande. Pour rentrer dans certaines cases, tu te mets derrière un bureau, tu fais ce qu'on te dit, et puis si t'es sage, t'auras ton SMIC à la fin du mois. Et c'est vrai que finalement, ce sentiment, par exemple, que tu fais des études, tu sais même pas si tu t'aimes vraiment ça, si ton métier il t'enthousiasme même pas tant que ça, etc. Et c'est vrai que je me suis assez reconnue là-dedans, et tu te dis, ah non, mais c'est peut-être pas juste en mode je suis juste fainéant, c'est juste cette absence de motivation totale pour quelque chose qui te semble totalement vain et finalement qui est pas du tout transcendant, qui ne donne pas un sens à ta vie, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant chez Kaczynski, en fait, c'est l'idée de processus de pouvoir et en fait l'anthropologie qu'il développe autour. C'est que ça permet à la fois de sortir, on va dire, des trucs libertaires qu'on nous propose en mode on va tous être libres, man, on fera ce qu'on veut, ce sera super cool. On sent bien que c'est ni possible ni souhaitable, mais ça permet également de sortir d'une forme de conservatisme au mauvais sens du terme qu'on peut trouver à droite. En gros, apprends à aimer tes chaînes, baisse la tête et tu seras très content. Et du coup, il permet de dépasser ça en disant on veut un monde qui, même s'il n'emploie pas le terme, renoue un petit peu avec l'héroïque, c'est-à-dire faire des efforts, faire des sacrifices, se dépasser dans plusieurs domaines de plusieurs façons, et c'est là qu'on développe des qualités humaines qui font que du coup la vie devient, vaut la peine d'être vécue, quoi. C'est vrai qu'à propos du conservatisme, de fait il dit les conservateurs sont des idiots parce que d'un autre côté ils encouragent les progrès techniques, tout ce qui est l'économie, etc.
et d'un côté ils se plaignent que la famille soit détruite et ce genre de choses, alors que pour lui, je veux dire, ça va de pair en fait. Oui, là, si Eric Zemmour participait au podcast, il citerait, comme le disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui pleurent les effets dont ils chérissent les causes. C'est tout à fait ça, Eric Kaczynski. Bon, d'ailleurs, il est pas du tout, enfin, il est à la fois très conservateur, parce qu'il considère qu'il y a des permanences anthropologiques dans le comportement humain. Donc c'est pas quelqu'un qui pense que l'humain c'est une sorte d'ardoise vierge et puis on fait ce qu'on veut avec, mais c'est pas un conservateur au sens de l'action politique et de ce qu'on associe souvent à cette famille de pensée-là. Et moi je pense que ce qui est intéressant en fait dans son manifeste, c'est que finalement au-delà de la question technique, qui est centrale pour lui mais qui est presque secondaire, enfin moi quand je le lis, c'est qu'en fait avec l'idée de processus de pouvoir, activité compensatrice et tout ça, il permet vraiment d'avoir une compréhension de l'action humaine qui est très utile et qui permet de comprendre énormément des choses qui nous accablent aujourd'hui. Enfin, je veux dire, Fight Club, c'est un peu ce thème-là aussi. C'est exactement ce thème-là même. C'est, en fait, voilà, t'es domestiqué, t'es un consommateur passif. Tu ne cherches pas, en fait, ni le confort matériel que t'offre la droite, ni le confort matériel que t'offre la gauche avec, en gros, le communisme ou je sais pas quoi. En fait, on t'offre le monde, voilà, de l'effort, de la dureté, de la difficulté. Et c'est là vraiment que tu seras vraiment en vie. Et voilà. En fait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait cet aspect-là qui est très intéressant. Ouais, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié en lisant le bouquin pour en faire ma critique, c'est que pour quelqu'un qui ne met pas les gens clairement et qui d'ailleurs s'est isolé, hein, il a une très très bonne capacité à analyser les profils psychologiques et à identifier les besoins qu'on a, donc par exemple avec ce processus de pouvoir. Et je pense que c'est un bouquin que je recommanderais en fait aux plus modérés pour qu'ils comprennent la nécessité du profil révolutionnaire. Oui, c'est-à-dire que oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, enfin moi je le conseille en fait à tous les gens qui se sentent pas spécifiquement concernés par l'écologie ou ces choses-là, c'est qu'en fait la vision du monde qu'offre Kaczynski en fait ne se limite pas simplement à être contre le progrès technique. D'ailleurs on pourrait lui faire ce reproche-là. C'est-à-dire que lui met en gros toutes les maladies qui accablent l'humanité sur le dos du progrès technique. Mais bon, je veux dire, comment dire, on a en même temps cet instinct-là du progrès technique. J'ai l'impression que surtout chez les Européens d'ailleurs, on est comme la civilisation des grandes découvertes, de la technoscience, de la méthode scientifique. Donc de la même manière qu'il y a cette envie de la stabilité, d'exercer le processus de pouvoir, de la difficulté, il y a aussi cette poussée instinctive autant que de se nourrir, etc., qui est de créer du progrès technique, du savoir. Et donc l'idée, même si Kaczynski part du principe que c'est impossible, peut-être de concilier les deux. Et en fait c'est pour ça que, par exemple, toutes les traditions comme, j'en sais rien moi, dans les fraternités allemandes, dans le système scolaire, il y a le Mensur, hein, le combat à l'épée entre étudiants, toutes ces activités qui sont compensatrices, mais qui en fait sont bénéfiques, parce qu'elles permettent d'avoir des îlots dans la société dans lesquels on peut quand même exercer son processus de pouvoir de façon efficace, et du coup de combiner à la fois, on va dire, le progrès technique, etc., une société qui recherche la puissance, avec des individus relativement bien développés. On pourrait considérer que le sport aussi en fait partie. Oui. Lui, il le met dans les activités compensatrices, mais en réalité, je pense que c'est un peu plus que ça. Oui, et puis on peut considérer aussi que les activités compensatrices ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes. Je veux dire, il y en a des biens, quoi. Oui, par exemple, quand il cite l'art ou ce genre de choses, c'est quand même aussi ce qui a fait la grandeur de la civilisation européenne. Tout à fait. Donc oui, alors effectivement, lui, il y a une sorte d'ayatollah, hein, il le dit. Hein. Le rêve serait de vivre dans une société où, en gros, tout ce que les gens utilisent et produisent est produit dans leur petite société de 400-500 personnes, qui n'a besoin d'aucune aide extérieure. Donc il y a une sorte de retour aux communautés primitives, quasiment préhistoriques, en tout cas pré-industrielles. Il y a ce petit côté puritain américain qui ressort quand même. Tout à fait. Alors même si lui, en fait, n'a pas de vision romantique ah non, absolument pas. de ces choses-là, parce qu'il a écrit un ouvrage, enfin ses œuvres complètes qui sont parues, et dans lequel il parle et il critique les anarcho-primitivistes en disant, même c'est des gens qui ont une vision un peu romantique du bon sauvage. Il dit non, la vie était vraiment très dure à cette époque-là, c'est sûr. mais c'était bien, du coup. Je sais pas si c'était bien, mais en tout cas c'était mieux. Enfin voilà, pour lui c'était mieux, certainement. Est-ce que vous auriez des dernières considérations à exprimer avant qu'on termine l'épisode? Oui, alors c'est un bouquin qui est censé traiter d'écologie, mais comme on l'a dit, en fait il va beaucoup plus loin. Et je pense que la plupart des constats et des postulats qu'il fait peuvent s'appliquer de manière plus générale. Tout à fait. Donc même si l'écologie c'est pas votre domaine, vous pouvez quand même le lire et vous intéresser à ce qui est dit. Tout à fait. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'au final, ça te, en te présentant dans ces cas-là, enfin en te présentant la psychologie humaine, ça te fait également comprendre énormément de choses, que ce soit dans la société, l'histoire, etc. Et ouais, des rouages tout simples qui sont parfois un peu obscurs, etc. Alors qu'en fait, quand tu réfléchis de manière totalement humaine, tout trouve une explication en fait.
Oui, c'est un système qui est très performant pour comprendre l'action humaine. Et du coup, la société dans laquelle on vit, effectivement, où Où tout semble très obscur quand même. Tout à fait. Oui, voilà. parce que les explications, on va dire, marxistes classiques, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui marche pas. C'est un système qui est très handicapé et handicapant pour comprendre beaucoup de processus actuels. Par exemple, un truc tout bête, on peut suggérer à la suite de Kaczynski, pourquoi est-ce que l'intégration, et encore plus l'assimilation des populations immigrées est impossible, pourquoi les banlieues brûlent dès qu'un type se fait une égratignure sur un trottoir. Parce qu'en fait, alors on peut donner les raisons immédiates, mais peut-être que la raison profonde, c'est que c'est des gens qui viennent de sociétés dans lesquelles il y a encore du processus de pouvoir à l'œuvre, parce que c'est des sociétés qui pourraient être moins développées, et c'est pas un jugement de valeur, mais qui du coup arrivent dans une société pacifiée, où tout est réglé, régulé, etc. Où en fait toute la société n'est qu'une gigantesque cour de récréation, avec des pions et des profs qui te disent tu fais pas ci, fais pas ça. Et du coup c'est des gens qui, du coup ce processus de pouvoir là se relâche de façon complètement barbare, et détruit en fait la société dans laquelle on vit. Alors ce qui ne veut pas dire que c'est notre faute, c'est pas du tout ça que Ça je veut pas dire qu'ils ont non plus raison de fait, mais voilà, c'est pas légitime non plus. voilà, mais c'est vrai que l'illusion de se dire peut-être ah bah voilà si voilà ces extra-européens, tous ces immigrés rentraient chez eux, tous les problèmes seraient réglés et on pourrait continuer dans une petite société toute sage où voilà chacun fait ce qu'on lui dit de faire quoi. Bien sûr. Et voilà, c'est plus profond. Ouais. Voilà. Donc est-ce que c'est une lecture que vous recommanderiez? Oui, moi tout à fait, je la recommande. Et même à la fin de cette lecture, je dirais qu'il faut apprendre d'abord à se révolutionner soi-même avant de vouloir pratiquer la révolution. Ça, tuons le bourgeois qui est en nous. Tout à fait, comme le chantait Île-de-France. Ouais. Bah sur ce, j'espère qu'on vous a donné envie de lire le fameux manifeste, qui, je le répète, est trouvable en ligne en français et en anglais gratuitement. Ça fait 30 pages, donc il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas le lire. C'est très accessible. Tout à fait. Ah oui, la langue de Kaczynski est extrêmement claire. Il parle pas du tout comme un philosophe d'université, il parle pas non plus comme un léniniste obscur. C'est quelqu'un qui a une langue extrêmement claire. En fait, le format, comme je le disais au tout début, c'est des petits paragraphes courts qui se succèdent. Et du coup, c'est très structuré, il y a un fil rouge, on comprend tout à fait où il veut en venir. Et du coup, c'est très intéressant, à mon avis, de... Même moi qui ne suis pas un grand lecteur, j'ai réussi à me mettre à la tâche et avec plaisir en fait. Voilà. C'est un plaisir à lire même. Tout à fait. Je rejoins ça. Sur ce, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter @rthermopile. Vous pouvez nous écrire un email à thermopile@protonmail.com. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu. On n'a pas encore décidé du prochain épisode, du prochain thème, mais évidemment, on vous informera le moment venu. Et sur ce, à la prochaine et bonne fin de confinement. À une prochaine, à bientôt. Joyeux confinement. Au revoir.